Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver fidèles devant Week Echo. Elle fait polémique depuis quelques jours. La question du retrait des réserves de change que les pays de la zone franc CFA déposent à la Banque de France. Une réforme ambitieuse dont l'annonce a été faite il y a quelques jours par le chef de l'État, Patrice Talon. Elle entre en droite ligne de compte de l'adoption à l'horizon 2030 d'une monnaie unique, à savoir l'éco. La vision d'une indépendance monétaire, c'est au cœur du décryptage avec deux confrères sur ce plateau. En dossier de la semaine, on fera l'état des lieux du cinéma béninois. Malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture. Et bien que de nombreux citoyens se posent encore la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation, on en discute avec un professionnel du secteur. C'est donc parti pour Week Echo de ce dimanche. Le premier acte, c'est le mini-journal. À la présentation, Aurélie Sauton. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce numéro du mini-journal sur Week Echo. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin. Cette croissance soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Arthur Wendo et Rodrigue Blondoumé ont fait le tour de la question. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Si Tobada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience, d'autres par contre estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda.
L'avenir du CITEF était annoncé comme hypothéqué, mais il y a eu plus de peur que de mal. La décision ayant sonné le glas du CEFOR 2019 est le maintien du CITEF avec néanmoins un nouveau visage, puisqu'il faut désormais s'adapter au numérique qui avance à pas de géant. Cette nouvelle a été accueillie à grande acclamation par les médias membres de la structure. Quel va être le nouveau visage du CITEF? Que va impliquer le changement de cap donné au Conseil international des radios et télévisions d'expression francophone? Suivons ce reportage pour le savoir. C'était l'enjeu le plus important au démarrage de cette 24e édition du séminaire de formation. Après 3 jours de conclave, le CEFOR 2019 ne sera pas la scène de meurtre du CIRTEF. Il n'était pas exclu qu'on en arrive à la dissolution du CIRTEF. On a même envisagé à un moment changer de nom. Fort heureusement d'ailleurs, les organismes m'ont dit le CIRTEF c'est un label, il ne faut pas changer d'acronyme, c'est quelque chose de déjà connu et donc véritablement il faut poursuivre dans la même lancée. Déjà je peux vous dire qu'en sortant de cette salle, le CIRTEF, non seulement il n'a pas été dissous, mais il a été préconisé de le relancer. Une relance synonyme de refonte totale. L'objectif est clair, le CIRTEF doit reprendre du poil de la bête. Il faut redéfinir les objectifs. Il faut repréciser le rôle des centres. Il faut redéfinir des axes d'action et des lignes hiérarchiques avec une distribution des responsabilités différentes. Ce qui signifie, grosso modo, qu'on oublie le mode de fonctionnement avec des centres spécialisés, mais qu'on redéfinit le rôle non plus des centres, mais des sites en fonction d'une thématique particulière. Par exemple, nous aurons un pôle formation, nous aurons un pôle numérique et nous aurons un pôle bureau d'études. Et le but, c'est quand même d'éviter aux membres qui font évoluer leurs organismes de faire les mêmes erreurs que ce qui a déjà été fait ailleurs. Ce changement de cap permettra à l'association de se maintenir en vie, surtout après la perte d'un peu plus de 47 millions de francs CFA de financement annuel, ceci à cause de la démission de certains membres et pas des moindres. Vous avez France Télévisions, vous avez TV5 Québec, vous avez la télévision suisse et vous avez Radio-Canada qui ont décidé donc de partir parce qu'ils estiment que la vision actuelle, la démarche actuelle impulsée au niveau du CIRTEF ne convient plus à leurs attentes. Et nous avons déploré ce départ. Eh bien, on fera avec ceux qui sont là. Et là, je pense que la question des cotisations est centrale. Très peu de pays sont à jour de leurs cotisations et ça n'est pas admissible. Une prise de conscience est inéluctable pour la survie du CIRTEF. Être à jour dans ses cotisations permettra à la structure d'atteindre ses objectifs. Le CIRTEF mène des activités pour favoriser les échanges d'images entre le Sud et le Nord, la sauvegarde des archives, les coproductions et l'échange de programmes. Le diabète est un enjeu de santé publique majeur. Il touche plus de 400 millions de personnes dans le monde. La journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année, réunit la communauté internationale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser contre la pandémie. Amandine Aniambossou, Amitié Sagbidi. Vous avez une soif intense, des urines abondantes ou encore vous constatez un amaigrissement rapide. Eh bien, vous souffrez du diabète, une pathologie due à un excès de sucre dans le sang. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Et cela résulte soit d'un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas ou bien d'un défaut d'action de l'insuline. Il existe plusieurs types de diabète, mais la forme la plus fréquente est le diabète de type 2. Il représente du moins 90% des cas de diabète. Aujourd'hui, il existe de nombreux facteurs qui exposent au diabète de type 2. Nous avons, c'est vrai, l'hérédité, nous avons l'âge avancé, déjà au-delà de 40 ans. Nous avons également l'existence
d'antécédents familial de diabète. Lorsqu'on a un parent qui a un diabète dans la famille, on est exposé au risque de développer plus tard un diabète. L'existence d'antécédents personnels de diabète gestationnel, c'est-à-dire de diabète découvert pour la première fois au cours d'une grossesse. L'existence également chez la femme d'une macrosomie fœtale, c'est-à-dire lorsqu'une femme accouche d'un bébé dont le poids de naissance est supérieur ou égal à 4 kg, cette femme est à risque de développer plus tard un diabète. Aujourd'hui, avec le changement du mode de vie, la malbouffe et la sédentarisation, le diabète de type 2 se développe de plus en plus chez les enfants. Heureusement, des traitements existent et se font en 2 étapes. Le premier volet est celui qui est d'ailleurs primordial, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Le traitement donc consiste en l'adoption d'une alimentation équilibrée, peu riche en glucides, en lipides et puis en sucre. Voilà. Et toujours dans ce même volet, nous avons la pratique d'une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 5 jours sur 7 dans la semaine. Le deuxième volet comporte les médicaments. Les médicaments viennent en renfort aux mesures hygiéno-diététiques. Les patients diabétiques qui viennent à nous n'ont pas tous le même traitement. Et les médicaments sont prescrits en fonction donc, du taux de sucre dans le sang, des comorbidités, c'est-à-dire des maladies associées au diabète. Modifier ses habitudes de vie permet de prévenir, ou du moins de retarder l'apparition du diabète. Et un diabétique peut être un malade en bonne santé. Voilà, ce sera tout pour ce mini-journal sur WIC-ECO. Merci pour votre attention. Et sans plus tarder, on passe à la revue de presse économique. Eva Anani a parcouru les journaux pour nous. Bonjour et bienvenue à la revue de presse économique sur BB24. Démarrons avec le quotidien Fraternité qui parle du retrait des réserves de la BCAO, du Trésor français. Dans sa publication du mardi 12 novembre 2019, le quotidien de Ménontin titre « Du renfort pour Talon, des dirigeants indécis ». Le journal précise qu'à la suite du président Talon, c'est le président Idriss Déby qui s'invite au débat, rejoignant le président béninois qui, dans son entretien sur RFI, veut qu'il n'y ait plus de compte d'opération et que la BCAO ne garde plus une partie de ses réserves de change auprès du Trésor français. Le quotidien de Ménontin rapporte l'entretien accordé par le président tchadien à un média d'Afrique. Idriss Déby se pose la question de savoir si le franc CFA est la monnaie de l'Afrique ou celle de la France. L'homme fort du Tchad appelle à ce que les accords monétaires liant les pays de la zone franc CFA à la France soient revus. On doit aller droit au but. Il faut faire les accords, il faut remettre en cause les accords monétaires. C'est ce sur quoi insiste le président du Tchad. Ne s'arrêtant pas là, Idriss Déby poursuit en affirmant « Je pense que la France est un pays démocratique qui a une tradition de justice. L'injustice a trop duré. Il est temps que le dialogue commence avec la France pour clarifier les choses, pour nous permettre à nous d'avoir notre souveraineté. » Un avis qui ne recueille pas l'assentiment de tous, puisque toujours sur le même sujet, du côté du Sénégal, l'on n'est pas d'accord sur ce mot de retrait. Dans les colonnes de Fraternité, on peut lire que Macky Sall pense qu'il serait extrêmement grave de sortir précipitamment de cette monnaie coloniale. D'un sujet à un autre, où en est-on avec l'examen du projet de loi finance 2020. Le quotidien Fraternité nous informe sur les recommandations faites par le secteur privé en audience devant la commission budgétaire. Dans les colonnes du quotidien de Ménontin, on peut lire les attentes du secteur privé. Il s'agit entre autres de la suppression de l'exonération de la TVA et des droits et taxes de douane sur le matériel informatique, la création d'articles au Code général des impôts en vue d'instituer une taxation des plus-values immobilières. Dans la même verve, le journal A Priorité préfère se pencher sur les recommandations de l'ANCB pour améliorer les capacités des communes du Bénin. Le quotidien, entre autres, l'Association des communes du Bénin recommande l'élargissement de l'assiette de la taxe de développement local et l'exonération des matériels et équipements photovoltaïques en vue de permettre l'accès au plus grand nombre aux énergies renouvelables. Un autre sujet, la nation nous donne à lire avec les détails sur l'appui de la Banque africaine de développement. Le quotidien du service public
placardent à la une 221 milliards de francs CFA d'investissement au Bénin en 2020. Cet investissement servira à financer 8 opérations dans les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'énergie et de l'assainissement. Pour le matinal, un tel investissement prouve que les indicateurs sont au vert. À ce jour, le portefeuille global de la BAD au Bénin compte 18 projets actifs pour un montant de 377,14 milliards de francs CFA. L'autre actualité est la pole position du Bénin grâce à sa politique d'ouverture de visa. La nation précise que cette initiative est largement saluée par les institutions et les bénéficiaires à l'échelle continentale et internationale. Attractivité et facilité d'entrée dans les pays, le Bénin reste le premier en Afrique, c'est ce que titre le quotidien du service public. De même, le Progrès et le quotidien Le Matin louent la prouesse du Bénin, qui est le premier pays africain qui offre des facilités de voyage grâce au e-visa. Et pour finir, Afrique Express nous informe que l'administrateur provisoire de la Sonacop est connu. Comme l'envie, Alain Ounou est nommé à la tête de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers par le Conseil des ministres. Ainsi prend fin cette revue de presse économique. À dimanche prochain. Merci à vous, Evra Anani. On installe le plateau décryptage. C'est une annonce forte qui fait déjà polémique. Le retrait des réserves de change du franc CFA de la Banque de France, de sorte que la Banque africaine, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, aura désormais à gérer la totalité de ces réserves et les répartir auprès de diverses banques centrales partenaires dans le monde. Quelles pourraient être les implications d'un tel retrait sur l'économie des pays ayant en partage le franc CFA à un moment justement où l'Afrique tend vers une monnaie unique qu'est l'éco. Le débat va se faire entre deux confrères ici. Gédéon Weber, journaliste, analyste économique. Bonjour Gédéon. Bonjour Ivalus. Vous allez bien? Très bien, chez vous. Très bien. Avec vous sur ce plateau, je reçois Vincent Aoué. Vincent, journaliste à Radio Bénin Alafia. Bonjour Vincent. Bonjour Ilvaïs. Vous allez bien? Ça va. Alors, le franc CFA imprimé en France, 50% des réserves africaines gardées par la France et la politique monétaire africaine contrôlée par Paris. Gédéon, que pensez-vous du retrait des réserves de change? C'est une question un peu complexe. On ne va pas y aller comme ça. Avant de répondre à la question, il faut déjà partir de ce que c'est que les réserves. C'est quoi les réserves de change? Quand on parle de réserves de change, c'est de l'argent qu'on met de côté. Qu'on met de côté pour des éventualités. Donc ce n'est pas de l'argent disponible qu'on peut toucher à tout moment. On met ça de côté pour des questions de sécurité. Au cas où, quoi. Au cas où. Donc si on parle de cette question, on sait que ça c'est souvent de trésorerie, les réserves. Est-ce qu'il est possible que nous allions toucher directement cet argent qui est mis de côté pour les éventualités? Je pense que c'est difficile de répondre parce que tout est contextuel. Quand on parle de réserve de change, par exemple, les réserves de change permettent de régler les importations, d'accord? Et le service de la dette extérieure ou devises étrangères. Et les réserves de change aussi vont aussi permettre de gérer le niveau de taux de change, hein, autrement dit la valeur de la monnaie. Et c'est là où j'en viens. Aujourd'hui, nous avons une chance. Ce qui fait la force du franc CFA, c'est la parité fixe avec l'euro. Et vous allez voir que dans l'espace sous-régional, il y a des monnaies flottantes. Le Naira au Nigeria, qui est une monnaie très flottante, le Cedi et autres. Donc nous sommes les seuls pratiquement aujourd'hui à avoir une monnaie qui est stable, du point de vue parité avec d'autres monnaies, d'autres devises étrangères. Donc, et ça c'est parce que nos réserves sont bien gardées au niveau de la Banque de France. Oui, ils sont bien gardées. Donc, si nous décidons unilatéralement d'aller, ou du moins qu'on change la chose, qu'on change la donne, nous risquons de changer aussi
notre contexte économique, de bousculer même, je ne dirais pas changer, de bousculer notre contexte économique parce que ça pourrait impacter sur même la vie économique. Alors, avant d'en arriver là, j'aimerais savoir avoir l'avis de Vincent sur la question. Oui, je crois que, comme le disait tout à l'heure Gédéon, vouloir retirer ces réserves-là, ce ne serait pas aussi facile que ça. Moi, personnellement, je pense que puisque retirer ces réserves-là, ça va nous créer beaucoup de problèmes. De toutes les façons, il n'y a pas que de côté positif. Il y aura forcément des côtés peut-être regrettables à regretter dedans. Mais déjà, moi, je voudrais toucher d'abord le problème central, ce que moi je vois comme un problème central à ce niveau-là. La difficulté qu'on aura à retirer ça, c'est déjà le fait, dès qu'on retire ces réserves-là, le contrôle de la France sur ces pays-là, sur le point financier, je crois que on va retirer, c'est un poids, la France va perdre un contrôle sur les pays. C'est ça l'objectif, non? Il faut quand même que les pays africains soient... Oui, les pays africains sont dans une dynamique, mais cette dynamique-là n'est pas forcément celle de pays de leur ancienne colonie, vous voyez, de leur ancien colonisateur. Et c'est là le problème se pose à mon niveau. Pas plus tard, j'ai lu dans une presse hier, c'est caricatural, hein, où dès l'annonce de ce retrait-là, la France a réagi pour dire non, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet pour vous donner de sous, parce qu'il faut la connexion pour régler les choses. Et on dit, Internet ou pas, donnez-nous nos sous, nous on veut aller voir ailleurs. Donc, vous voyez, ces pays-là sont dans une démarche et la France ne les accompagne pas forcément dans cette démarche-là. Bon, c'est vrai que... C'est là, moi, je trouve la grande difficulté. C'est vrai que le ministre français a fait une sortie pour dire que cela, normalement, ne leur causerait pas de problème. Mais si les pays africains ayant un partage de francs CFA décident de retirer ainsi leur réserve de change, est-ce que cela ne leur permet pas de diversifier un peu l'économie de leurs différents pays? Non, c'est l'idéal, mais comme je l'ai dit, le contexte ne s'y prête pas. Et quand on parle les réserves de change d'un pays sont traditionnellement regroupées dans un portefeuille de devises conservé par la Banque centrale. En l'occurrence, la BCEAO normalement. Oui, mais ici, c'est que nous avons la Banque de France qui joue la tutelle. Oui, mais pourquoi? Qui s'occupe de nos Quand on sait réserves. que la BCEAO peut faire la même chose que la Banque de France. Non, comme je l'ai dit, c'est pour permettre peut-être une meilleure régulation de la chose, même si nous sommes, je dirais pas perdants, même si nous sommes défavorisés quelque part, parce que quand vous avez vos réserves sur vous-même, vous avez la possibilité d'en faire usage comme vous voulez. Maintenant, si c'est ailleurs, ça peut poser problème. Mais aujourd'hui, il me semble que c'est difficile d'aller sur ce terrain parce que nous ne sommes pas les seuls pays membres de la BCEAO. Il y a 8 pays qui sont membres de la BCEAO. Et ce que j'ai ironisé quelque part, j'ai dit, mais on a même un président qui a été gouverneur de la BCEAO par ailleurs, directeur général adjoint du FMI, donc un fin connaisseur de la chose. Il est resté au cœur du système. Il sait comment ça se passe. Donc, si celui-là est là, et que un pays décide lui seul de se prononcer. Dans le cas d'espèce, on sait que c'est une réforme qui est en train d'être... ce n'est pas encore mûri, mais c'est une annonce qui a été faite. Et c'est ce que je dis. Normalement, celui qui doit être l'impulseur ou le porteur de cette réforme, c'est celui qui a été au cœur du système, qui connaît la chose, qui peut dire, parce que moi j'ai été gouverneur de la BCEAO, j'ai été directeur général adjoint du FMI, je connais ce qui se passe, je connais le mode opératoire. Et pour ça, je demande que cette fois-ci, que nous reprenions nos réserves pour gérer nous-mêmes la chose. Alors, et si celui-là ne se lance pas dans cette bataille et que c'est un autre pays qui se lance dans ça, moi je pense que ce serait quand même une guerre perdue d'avance. Bon, une guerre perdue d'avance. On sait que depuis 1945, les économies africaines sont maintenues, si vous le permettez ainsi, dans la dépendance de la politique monétaire européenne. Est-ce qu'en retirant nos réserves de change, on permet quand même à nos économies d'avoir la possibilité de ne plus être sous tutelle? Oui, moi je pense que c'est cela même que les chefs d'État qui se lancent déjà dans la bataille ou qui l'annoncent, c'est cela même qu'ils visent
à savoir qu'il faut qu'on soit un peu plus indépendant dans ce domaine-là, pour qu'on puisse véritablement... parce que lorsque vous avez le contrôle sur tout, vous-même vous vous organisez mieux. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire face à d'autres réalités. Surtout lorsque on sait qu'on a plusieurs monnaies. Il y a plusieurs monnaies, ce n'est pas seulement le CFA. Mais lorsque les gens ont leur monnaie et vous voulez peut-être leur faire face, il faut pouvoir vraiment leur faire face en étant vraiment indépendant. Je pense que c'est à ce niveau-là que ces chefs d'État veulent aller. Mais la difficulté est là, comme il le dit. Est-ce que cela veut dire que même si on va vers l'éco, et s'il arrivait qu'on adopte l'éco un jour, on va toujours garder nos réserves de change là-bas? Et de l'éco? Oui. Bon, je crois que pour le moment, je ne peux pas opiner là, parce qu'il faut qu'on y aille pour voir véritablement comment ce sera mis en œuvre. Parce que c'est possible qu'on ait toujours nos réserves de change là-bas. Comment on peut l'avoir sur nous? Ça va dépendre des modalités, comment les chefs d'État vont opérationnaliser ce projet-là. Et l'idéal serait qu'on ait ces réserves-là sur nous. Voilà. Mais quels seraient peut-être d'autres risques auxquels on serait exposé en ayant ces réserves-là sur nous? Il va falloir creuser sur ces aspects-là et voir un peu ce qui est faisable. Alors, il est dit que le retrait des réserves de change de la Banque de France va nous permettre de mettre l'argent à la BCEAO et même nous donner la possibilité de diversifier auprès de différentes banques européennes, américaines, asiatiques, ainsi de suite. Cela nous offre plus de possibilités. Oui, mais poser la question sous cette forme, il me semble que c'est un peu passé à côté. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde de près les choses, on peut dire que nous ne sommes pas forcément dans cette tendance parce que c'est un ordre établi depuis des années, pour ne pas dire près de... Oui, mais ce ordre peut changer. Plus d'un demi-siècle. Ce ordre peut changer. Ça peut changer. Rien n'est statique. Je suis d'accord avec vous, mais quand on prend le contexte actuel, marqué, vous avez soulevé un aspect très important d'une monnaie unique sous-régionale, l'éco, pour ne pas citer cette monnaie. On parle de convergence économique, de convertibilité même, des différentes monnaies, pour faire en sorte qu'il y ait, comme on appelle, une monnaie qui reflète le niveau économique de tous ces pays. Si nous sommes sur cette lancée que tout de go, on décide de dire, bon, ok, nous voulons rapatrier nos devises de la Banque de France. Il me semble que c'est se lancer sur un terrain glissant. Parce que quoi? Les réserves dont on parle aujourd'hui, au fait, les réserves ne sont pas seulement en espèces. Il y a de l'or. Oui, il y a de l'or. Il y a les réserves qui sont en or, les avoirs étrangers, en devises, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de choses. Et comment nous allons le faire pour qu'il n'y ait pas friction, qu'il n'y ait pas suspicion ou qu'il n'y ait pas de rivalité entre pays. Parce que j'ai dit, c'est 8 pays qui se sont constitués pour tous ces pays mettre leurs réserves à la Banque de France. Ce n'est pas un seul pays. Oui, mais tous ces pays savent ce qu'ils ont comme réserve là-bas, normalement. Oui, les réserves ne sont pas... En temps normal, mais je vous ai dit que c'est la BCEAO qui est le garant de la chose. Et la BCEAO, c'est les 8 pays. La BCEAO, c'est les 8 pays. Donc, on ne va pas dire les réserves de change du Bénin, c'est tel montant, de la Côte d'Ivoire, c'est tel montant. On sait que la Côte d'Ivoire pèse 40% de l'UEMOA. On peut dire que la Côte d'Ivoire a plus peut-être de réserves que le Bénin. Mais dans quelle proportion? Moi, je ne sais pas si c'est déjà déterminé, que c'est déjà préétabli. Mais si un travail se fait, comme cela se fait actuellement avec la monnaie éco, si un travail se fait, on pourrait aller vers cela. Oui, c'est pour ça que je dis qu'actuellement, les experts sont en train de travailler à mettre en forme les convergences économiques de ces pays-là. Le Bénin, quel est le niveau, le poids économique du Bénin, le poids économique du Ghana, du Togo, du Nigeria, pour déterminer tout ça. Et c'est en fonction de ça qu'on va déterminer la valeur réelle de l'éco. Est-ce que l'éco vaudra demain 10 francs, 10 dollars, je ne sais pas, ou c'est pas 5 dollars, on verra, on déterminera la valeur réelle de l'éco. Et c'est avec ça qu'on pourra dire, bon, nous constituons de nouvelles réserves de change, d'accord? Et cette réserve tiendra compte de ce qu'on avait déjà au départ.
Ce que l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA ont comme réserve de change, on met ça dans la balance. Le Nigeria, ce que le Nigeria a comme réserve de change, on met ça dans etc., pour pouvoir constituer de réserves de change qu'on va mettre au niveau de l'éco. Alors, on sait, vous l'aviez dit tout à l'heure, que les réserves permettent de maîtriser l'inflation d'un pays. Alors, dans un contexte pareil, pas l'inflation, la parité. La parité, pardon. Ouais, oui. la parité. Dans un contexte pareil, est-ce que les pays, s'ils arrivaient à retirer leur devise, est-ce qu'ils pourront toujours prétendre avoir des aides au développement, Vincent? Oui, je crois que c'est vrai que ça peut se tenir, les deux peuvent se tenir. Mais déjà, je voudrais dire, le fait de commencer par annoncer le retrait, ou de commencer par réclamer le retrait de ces réserves-là, ça pose déjà peut-être, je dis peut-être, les bases de ce qui se fera de l'éco. Vous voyez, si déjà on se dit qu'on est en train d'aller vers la fin des CFA et on réclame les réserves, peut-être que c'est pour donner une totale indépendance. Indépendance et qu'au niveau de l'éco, les réserves seront gardées sur nous. Maintenant, pour revenir à vos questions, c'est possible, ça peut se jouer. Parce que tout à l'heure, je disais que qu'on ait nos réserves là-bas, c'est un contrôle, d'une façon ou d'une autre, que nous avons de nos maîtres d'hier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dès que nous retirons ces réserves-là, parce que lorsque nous avons nos réserves là-bas, il a dit que ça permet d'assurer le service de la dette. Lorsqu'on a ça là-bas, on a des services de crédit, parce que ce n'est pas tous les crédits qu'on prend qu'on arrive à solder d'ici directement. Donc ça peut se jouer au niveau des réserves que nous avons là-bas. Mais dès que nous n'avons plus de réserves là-bas, donc vous êtes d'accord avec moi que ça peut poser quelques problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas prétendre aux dettes au développement. Au développement. On en aura, mais les conditions seront peut-être un peu plus corsées. Pourquoi pas même envisager des cautions, des dépôts de cautions, au cas où on n'arrivait pas à régler ces dettes-là à la fin d'un certain délai. Pour compléter, nous ne sommes pas les seuls à avoir des réserves de change au niveau des banques étrangères. Il y a d'autres pays qui ont leurs réserves, par exemple à la Fed aux États-Unis, à la Banque de Londres. Il y a d'autres pays aussi qui ont leurs réserves. Et selon les statistiques établies par le FMI, à la fin de l'année 2010, on a au moins une somme totale de réserves qui est estimée à 9 258 milliards de dollars. Ouais, donc c'est impressionnant. Ce n'est pas seulement... oui, en fait, le problème qui se pose ici, c'est que nos réserves sont seulement à la Banque de France. On veut donner la possibilité de diversifier les banques. Je dis que les 8 pays de la BCAO, les 8 pays qui constituent, qui ont formé la BCAO, ne sont pas les seuls à avoir des devises, les réserves plutôt de change au niveau d'une banque étrangère. Il y a d'autres pays également qui ont leurs réserves. C'est vrai que la pratique n'est pas souhaitée, n'est pas souhaitable. Ce n'est pas qu'il faut applaudir ça, il faut dire que tout le monde n'a qu'à aller déposer. Non, mais quelque part, ça nous protège aussi. Même si ça nous défavorise, ça nous protège quelque part parce que nous avons une monnaie stable et comme ça, nos activités économiques sont plus... Alors, venons sur la question des aides au développement. Est-ce que vous pensez que si on retirait nos réserves de change, on pourrait toujours avoir droit? À mon avis, il n'y a pas de rapport. Les aides au développement sont inscrites dans un autre canevas. Les réserves permettent de garantir les aides au développement, la possibilité de les rembourser. Oh non, pas forcément. Même si avec nos réserves de change, on connaît à peu près, en tout cas, notre capacité à tenir notre économie, notre capacité de résistance, je vais dire, du point de vue économique. Mais les aides sont carrément dans un autre volet. On peut venir au secours d'un pays qui est en difficulté sans forcément tenir compte de ses réserves de change quelque part. Alors, dans un contexte pareil, à quand la souveraineté économique des pays africains, notamment de la zone CFA? Bon, l'espoir n'est pas encore perdu. On peut toujours dire qu'on peut avoir espoir d'avoir un jour notre souveraineté économique, mais ce n'est pas pour demain quand même. C'est encore pour longtemps. C'est pas pour demain. C'est encore pour longtemps. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais pour déjà commencer par aller vers cette indépendance économique. Je crois que souveraineté économique, il faut déjà commencer par travailler au niveau de la production. Je crois que c'est la production qui va nous aider à y aller un jour, si on devait y aller. Il faut qu'on commence par produire.
au niveau local, qu'on produise suffisamment. Et dès qu'on va commencer par produire suffisamment, je crois qu'on va créer les possibilités de commencer par nous rendre un peu plus indépendants, autonomes, et progressivement on va y aller. Mais si on est tout le temps tourné vers les autres, on est tout le temps tourné vers la consommation, je crois que sera difficile. Ce sera très difficile. Et ce qui dit est plus tellement clair que nous avons une balance commerciale déficitaire depuis que nous existons. On n'a jamais eu une balance commerciale positive. Donc, quand vous voyez l'importation qui dépasse l'exportation, on ne peut que souhaiter que la production vraiment reprenne le dessus. S'il n'y a pas de production, il n'y aura pas d'exportation et la balance sera toujours déficitaire. On sait déjà que parlant de production cotonnière, au moins on tient la tête en Afrique. Il y a une meilleure performance, oui. En termes de maïs également, on sait que la production est bas des records. Absolument. Maintenant, il faut tenir ce record-là et diversifier maintenant. En espérant qu'on y arrive. Merci, chers confrères. Ce sera tout pour le décryptage d'aujourd'hui. Merci, Gédéon Weba, journaliste, analyste économique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Vincent Aoué, journaliste à Radio Bénin Alafia. Merci d'être passé. C'est moi. Sans plus tarder, on passe au dossier de la semaine. On l'appelle couramment le 7e art, c'est le cinéma. Au Bénin, il existe plusieurs productions qui sont assimilées justement à du cinéma. Mais de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées dans la catégorie des œuvres cinématographiques. Et un acteur du domaine est sur ce plateau pour en parler avec nous. Mais avant, suivons cet élément témoin rapporté par Fifamé Salomé Atadedji. Tu vas passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire, mais le film parle de quoi? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs du cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois.
des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir, chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. Et voilà, le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation. C'est le sujet qui est retenu ce matin. Et pour en parler avec nous ce matin, on reçoit Claude Balogun. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Ça va très bien. Et pour conduire cet entretien, lui, c'est Patrick Adiabodjou, toujours présent. Bonjour, Patrick. Bonjour, Yves Balogun. Et ce matin? Ça va très bien. Vous avez la parole. Au Bénin, le cinéma, la situation du cinéma n'est pas des plus reluisantes. Plusieurs facteurs expliquent la situation précaire du 7e art, même si plusieurs acteurs s'efforcent à donner de la beauté à notre cinéma, de la vigueur à notre cinéma. Il y a des difficultés qui plombent le 7e art. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, quelle est votre appréciation de l'élément témoin que vous venez de suivre? Oui, bon, merci. Merci Balogun qui est en cache un autre. Je suis très heureux d'être sur le plateau avec vous et c'est toujours avec plaisir que je viens débattre du cinéma, n'est-ce pas? Non, l'élément est suffisamment représentatif de ce que les gens comprennent du cinéma. Celui qui a été le plus juste dans les interventions, oui, c'est mon jeune frère et réalisateur Adjaro, qui a tenté, dès sa première prise de parole, de faire la différence entre le cinéma et l'audiovisuel. Tout ce qui est passé comme extrait sont des productions vidéo, audiovisuelles, n'est-ce pas? Mais le cinéma, en termes de cinéma, format cinéma, nous n'en produisons pas vraiment. D'accord. N'est-ce pas? Mais nous produisons beaucoup de vidéos, nous produisons beaucoup de téléfilms. Évidemment, de plus en plus, les gens mettent les deux genres ensemble. Mais qu'est-ce qui fait la différence des deux genres? La différence, c'est le format d'abord dans lequel c'est tourné, le format dans lequel c'est projeté. Et vous voyez, la texture est différente. La technique de fabrication, c'est ça d'abord qui fait la différence. Donc, le cinéma donne son nom à l'art, à la discipline, mais l'audiovisuel est à côté parce que, véritablement, c'est les mêmes rigueurs, mais l'équipe, la machinerie qui est mise en route n'est pas la même. Alors, nous faisons de l'audiovisuel, donc du cinéma entre griffes, oui, au Bénin, donc beaucoup de vidéos au Bénin. Et ces vidéos peuvent être aussi catégorisées, comme l'a dit le directeur de la cinématographie du centre du cinéma. Ça peut être catégorisé en téléfilm, oui, en film populaire, en film professionnel et autres. Voilà. Pour ainsi planter le décor, et comment se porte le cinéma béninois? Nous pouvons dire, lorsque nous sommes d'accord de considérer le thème cinéma comme étant la discipline qui réunit le cinéma et l'audiovisuel, donc oui, tout ensemble, oui, nous pouvons dire que le cinéma béninois se porte à merveille. Parce que, de plus en plus, en réalité, depuis 2010, j'annonçais déjà dans un travail scientifique que je faisais, que j'annonçais les problèmes que le cinéma béninois avait. L'un des problèmes était la formation, n'est-ce pas? Oui. Mais entre-temps, beaucoup d'écoles se sont développées telles que l'ISMA et qui ont formé plein de jeunes. Oui. Donc déjà, nous avons des fabricants de films qui existent, de jeunes comme de vieux, qui existent et qui fabriquent. Mais le cinéma béninois aurait pu bien se porter lorsque l'autre maillon va être développé, c'est-à-dire le marché. Le marché de distribution. Le marché d'une manière générale. Lorsque je fais du film et je montre une seule fois à l'ORTB ou dans l'une des télévisions de la place et je range, ça veut dire que le marché ne peut pas vivre. L'acteur du cinéma, le cinéaste ne peut pas vivre de son art. Le cinéaste ne peut pas être véritablement professionnel lorsque son film n'est pas vendu dans un marché entre griffes. Vous parliez tout à l'heure de professionnel. Voilà. La professionnalisation du cinéma est-elle possible dans notre pays? Ah oui. La professionnalisation sera possible lorsque l'acteur du cinéma, pas acteur en tant que comédien exerçant à l'écran, l'acteur, tous les intervenants, oui, dans la chaîne de la production du cinéma, lorsque tout cela
seront bien organisés, bien structurés et bien rémunérés et vivent convenablement de leur art. C'est possible, ça sera possible lorsque le test qui devrait régir, parce que le reportage en a parlé, le test qui est le code du cinéma, lorsque ce code va être mis en route, un code qui a été voté par l'Assemblée depuis des années et depuis plus de 20 ans, ce code n'a jamais été promulgué. Ce code a été revu récemment par les professionnels du cinéma et nous attendons toujours qu'il soit revoté peut-être et promulgué pour que nous soyons reconnus. Alors ce code dit quoi pour que vous soyez reconnus? Très bien. Le code dit tout simplement les conditions dans lesquelles on doit exercer son travail de cinéaste. Qui est cinéaste, qui ne l'est pas? Qui est professeur, qui ne l'est pas? Combien donc on doit véritablement payer un professionnel lorsqu'il exerce son art, son travail? Un caméraman doit être payé comment? Comment reconnaître? Dans quelles conditions un professionnel étranger peut venir exercer ce même travail de cinéma au Bénin? Dans quelles conditions on doit faire des partenariats? Dans quelles conditions on doit vendre ses œuvres? Dans quelles conditions la structure de gestion des droits doit pouvoir véritablement partager, distribuer, d'abord capter les ressources et les répartir? Donc ce code parle véritablement de quelque chose qu'on appellerait le répertoire des professionnels. Ce code parle véritablement de la grille tarifaire, de la pratique, de location de matériel, d'exercice de son travail. Donc c'est le cadre vraiment légal, comme le truc de la déontologie des médias. Excusez-moi, pas le truc, le document juridique, le code de la déontologie qui réglemente l'exercice du travail de journaliste. Donc si on ne réglemente pas notre travail, n'importe qui peut se lever et prendre sa caméra et filmer n'importe quoi. Et pour éviter ça, pour éviter que n'importe qui entre dans le secteur, est-ce qu'il existe un répertoire de cinéastes béninois? Il existe des répertoires privés. Chacun essaye de constituer à son niveau l'ingénierie. Tu vois, les référents, on les appelle du domaine. C'est-à-dire, vous venez chez Claude Balogun en Gangan Production, je suis en mesure de vous dire toutes les maisons de production qui existent. Je suis en mesure de vous dire toutes les maisons de production qui sont en règle, qui travaillent au clair, en griffe. Et je suis en mesure de vous dire celles qui travaillent au noir. Et je suis en mesure de vous dire quel type de caméraman il y a. Je suis en mesure de vous parler de tout ce qu'il y a comme machinerie. Mais c'est que tout cela, ce n'est pas ça, ce n'est pas structuré, réglementé et documenté au niveau, par exemple, de la direction de la cinématographie d'une manière claire. Évidemment, récemment, la direction a lancé un appel pour que les gens viennent s'inscrire. Et je pense qu'au bout de ce processus, la direction elle-même doit pouvoir être capable de dire, effectivement, si vous venez au Bénin, nous pouvons avoir ce qu'on appelle le gaffeur, qui est une des catégories de travail. Dans le cinéma, nous pouvons avoir tel nombre de régisseurs, tel nombre de preneurs de son, tel nombre de. Nous savons tous qu'on ne peut pas faire du cinéma, du bon cinéma, sans de bons réalisateurs. Oui. Est-ce que notre pays en compte? Ah, il y en a pas beaucoup. Milliers. Non, il y en a beaucoup. Ce n'est pas la quantité véritablement qui fait le problème. Le Bénin... Mais la qualité, on a combien? Le Bénin dispose véritablement de bons réalisateurs. De bons. Qui ont eu des prix à l'international. On ne peut pas dénier à mon grand frère Sylvestre Amoussou la qualité d'un bon réalisateur. On ne peut pas dénier à mon grand frère de quintessence, Jean Odoutan, Idriss Morakbey. Et nous avons, si nous descendons un petit peu dans le rang de ceux qui sont au Bénin, Djemé Makatrae qui est là, Naoum, mon grand frère, Naoum de l'OATB. Bon, allons-y. Bref, il est là. Ensuite, dans le civil, il y a Yassé Tchéoum, il y a Claude Balogun, il y a Brice Brun, il y a mon ami Franck Meignan-San. Donc il y en a qui sont bons. Il y a de la matière. Ben oui. Et on descend au niveau de ceux qui ont été formés par l'ISMA, ils ont commencé à gagner des prix. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que le secteur n'est pas structuré. D'accord. Et je préférerais prendre le taureau par les cornes pour dire tout simplement les points qu'on aurait pu, qu'on doit attaquer pour que la professionnalisation s'impose. C'est deux points fondamentalement. Il y a le point du financement et il y a le point de structuration du secteur. Le financement. N'est-ce pas?
Expliquez-nous. Si on commence par le financement, on doit pouvoir véritablement organiser et orienter le financement. Nous n'avons aucun fonds de financement du cinéma au Bénin. Nous avons un fonds d'aide. Mais il y a le FAPA. J'en viens. Okay. J'en viens. Nous avons le fonds d'aide. Okay. Le fonds d'aide qui finance véritablement toutes les disciplines artistiques. On aurait pu créer à côté du fonds d'aide le fonds du cinéma, qui est une discipline majeure, qui utilise toutes les autres disciplines, véritablement. Qui est une discipline majeure. Si le Nigeria en est venu à être l'un des premiers pays, c'est parce qu'il y a le Nollywood, qui, en faisant la quantité, donc pas forcément la qualité à 100%, s'est imposé. Okay? Donc on crée le marché, mais en créant le marché, on agit sur le financement. Le financement pour financer la production, continue de financer la formation, financer la distribution, la diffusion et autres. Donc c'est ça le financement, créer un fonds pour le financement. Ce fonds, non seulement va financer d'une manière directe les producteurs, mais va permettre de devenir des fonds de garantie pour les financements étrangers. Lorsque l'OIF veut vous financer, l'OIF vous demande d'avoir un fonds déjà par rapport aux partenaires de 40%. Alors lorsque vous avez un fonds de cinéma au Bénin, et le fonds de cinéma vous donne un financement, alors que votre produit est de 100%, les 100% font peut-être 200 millions, et le fonds du Bénin, du cinéma, vous donne véritablement 60 millions, c'est que vous avez déjà véritablement les 40%, je n'ai pas calculé le pourcentage. Et lorsque vous faites votre dossier, vous envoyez... C'est plus facile. C'est plus sûr pour l'OIF de vous financer parce que vous avez déjà les 40%. Et ça, Pierre Barrault, qui a été le producteur de Taxi Grosse au Bénin, qui a l'OIF qui finance, a fait une conférence hier seulement. C'est fort. Voilà, hier seulement pour montrer que le financement, par exemple, en Algérie, du cinéma, le fonds du cinéma, permet aux Algériens de capter beaucoup plus le financement étranger. Donc, ce n'est pas seulement prendre le fonds du cinéma béninois pour faire du cinéma, mais c'est permettre aux cinéastes béninois d'être crédibles sur le plan financement à l'étranger. Et parlant du fonds, donc, le FAPA sert à quoi? On n'a plus le FAPA, assez de temps. Oui, le FAPA véritablement devrait pouvoir servir à financer, c'est pour ça que je parle d'audiovisuel, n'est-ce pas? Il devrait servir à financer les émissions, les productions télévisuelles et renforcer par cette entremise la grille de programmes de télévision. Mais bon, je ne sais pas, depuis que le FAPA a eu 100 millions une année, je ne sais pas si l'année qui a suivi, est-ce que ce fonds-là a été encore alimenté, je ne sais pas. C'est ça le véritable problème. Alors passons au second point. Alors le second point, c'est la situation du secteur. Et par rapport à la situation du secteur, nous avons l'organisation et la situation du secteur lui-même, à partir d'abord des acteurs. C'est ça la lutte qu'on devrait faire pour faire passer le code, par exemple. C'est ça la lutte qu'on devrait faire pour se dire que Claude Balogun est réalisateur et non vendeur de films. Tout à fait. Donc le vendeur de films est ailleurs. Chacun reste dans son contexte. Le réalisateur est un autre, le caméraman est un autre. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra pas. Et puis, cette structuration nous permettrait de faire un clin d'œil à l'autre pan de la chaîne qui est le marché. Tant que nous ne créons pas le marché, nous ne pouvons pas rentabiliser l'investissement qui est le financement que je sollicitais. Maintenant, l'État, c'est le deuxième volet de l'organisation de la situation, c'est l'État qui doit pouvoir faire sortir ce code, qui doit pouvoir dire le cadre légal réglementaire dans lequel nous devons exercer. Ensuite, la structuration et le lancement de l'exploitation des films. Je crée mon film, je le donne à l'ORTB, après ça s'arrête. Les salles, l'exploitation, c'est projeter le film en salle contre paiement de tickets, n'est-ce pas? Tant que les salles ne réouvrent pas, ce n'est pas la peine. Et il y a beaucoup de salles. Nous avons 77 communes, chaque commune a une maison du peuple. Il suffit de créer un projet et de mettre ces salles-là en synergie. Et Claude Balogun, lorsque je sors mon long métrage, je serai sûr que mon film va passer dans toutes ces salles-là. Même si l'entrée est à 500 francs, à la fin, je rentabilise mon film. Et là, je peux produire un autre film. Alors, bien organiser la gestion des droits d'auteur. N'est-ce pas? Rapidement. Bien organiser la gestion des droits d'auteur. Lorsque je projette en salle, je prends des tickets, mais je dois payer au Bibédra les ayants droit. Et puis faire reconnaître par le Bibédra le droit des interprètes. Droits voisins, on appelle ça. Tant qu'on ne reconnaît pas les droits voisins, le professionnel ne sera pas en sécurité, il ne gagnera pas de l'argent. Les gens qui jouent des films dans les bus, dans les restaurants et tout, comment, qu'est-ce qu'ils payent? Rien. Il ne sert à rien de chercher un CD, de jouer, pensant que le gars va devenir professionnel. Non, demain, c'est faux.
il doit aller payer au Bibédra avant de jouer ce film-là dans son bus et donner du plaisir à ses clients, suivre et faire payer véritablement les droits par rapport à tout ça là. Donc voilà quelques points sur lesquels, lorsqu'on va actionner et gérer, le professionnel va se sentir à l'aise, et lorsqu'il est à l'aise, il gagne, il va réfléchir, il va créer. Alors vous pensez que le code du cinéma, s'il est voté, pourra régler tous ces problèmes? Beaucoup de problèmes en tout cas. Beaucoup de problèmes. Et actuellement, le code est déjà au niveau des députés. Non, le code a été voté longtemps au temps du président Kérékou. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et le président Kérékou n'a pas pu promulguer. Tant que le chef de l'État ne promulgue, ça ne peut pas. Oh, il y a un délai. Il y a un délai pour qu'on promulgue cela. Le délai est largement passé. Ensuite, en plus de ça, la numérisation, le numérique est arrivé de sorte que les trucs ont changé dans les tests. Mais on a revu les tests il y a quelques mois. Et bon, ça dépend du ministre en charge de la culture désormais. C'est déjà sur sa table tout au moins. Oui, depuis. On va croiser les doigts avec vous pour que... Non, le ministre Abimbola, c'est un ministre qui connaît bien le secteur et qui sait bien ce qu'on appelle la culture et qui connaît l'importance du cinéma. Et il va véritablement nous aider à faire évoluer. Et lorsque nous savons que le régime a changé, l'Assemblée, il y a à l'Assemblée des députés qui sont plus alertes. Qui sont plus alertes à ce genre de choses, il va nous aider à avoir désormais notre code et le chef de l'État ne va pas tarder à promulguer. À vous entendre, je vous promets, nous avons assez d'autres questions à vous poser, des questions spécifiques. On aurait pu faire 3 heures de temps, mon cher ami. Et nous savons tous que les difficultés sont légion et les défis sont grands pour booster le cinéma béninois. On appelle les acteurs à se donner la main pour relever le défi. Surtout. Merci. Merci à vous, Patrick Adjagodjou. On n'a pas 3 heures comme le souhaite notre invité. Malheureusement, on aura peut-être un autre créneau pour en parler un peu plus. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup à vous, Monsieur Claude Balogun, pour vos éclaircissements. Merci. Et voilà, l'aventure Week Echo de ce dimanche prend fin ici. Merci pour votre présence continue à notre côté et votre fidélité. À dimanche prochain.